en effet, voilà, alors oui, on est c'est vrai, sur des projets de sciences participatives, notamment le projet Récolnat, en lien avec des collègues de Montpellier. Alors, je n'ai pas prévu trop d'en parler là, Non, 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 puisqu'on était c'était sur pas. l'archivage, mais on pourrait tout à fait, voilà, mais avec... Donc, oui, on est donc un laboratoire en sciences de l'information et de la communication. Et donc, dans le fond, ces questions d'archivage, de données de la recherche nous intéressent en tant que chercheurs, en tant que nous-mêmes dans ce champ qui est d'ailleurs assez compliqué, hein, parce que entre la communication, les interactions verbales en présentiel, l'information, la documentation, voilà, c'est très vaste comme champ de préoccupation. Et on est un certain nombre à essayer de relier d'ailleurs information et communication, ce qui est d'autant plus nécessaire avec la généralisation du numérique. Hein. Aujourd'hui, on ne communique plus sans écrire, et inversement, quand on veut diffuser de l'information, on essaye de susciter des communautés de gens qui vont interagir avec l'information qu'on met en ligne. Donc il y a vraiment de bonnes raisons de relier information et communication. Et voilà, comme tu l'as rappelé, disons, j'ai trois grands domaines de recherche. Un sur tout ce qui est les phénomènes coopératifs, notamment médiatisés par le numérique. Un deuxième qui sont les systèmes d'organisation des connaissances. Donc ça, c'est le terme spécialisé qu'on utilise pour décrire tout ce qui va des grands langages contrôlés de la bibliothéconomie, DIWI, système d'indexation, tout ça, les ontologies, tout ça, c'est le système d'organisation des connaissances. Et troisième domaine, tout ce qui relèverait de la théorie du document et autres. Donc voilà, alors moi je suis un peu un théoricien, je ne suis pas vraiment un praticien de l'archivage et tout. La plupart de ce que je raconte est, j'aime beaucoup faire des classifications de types d'informations et tout, je suis un grand taxinomiste de ce point de vue-là. La plupart de ce que je raconte est sur mes publications, bon, sur AL, mais pas mal sur Academia aussi. On pourrait débattre hein, du choix des plateformes, mais enfin bon. Là, il y a des éléments qui viennent d'un texte en préparation pour communication et langage que j'ai pas encore mis en ligne, mais qui le sera bientôt. Voilà en guise d'introduction. Alors, peut-être vous dire quand même que l'origine de ces réflexions sur le document, en ce qui me concerne, c'est donc plutôt le document dans les organisations, mais les institutions de recherche sont des organisations. Et en particulier, on était rentré dans cette problématique avec la notion de document pour l'action, ou de dossier pour l'action, en partant du constat hein, qu'avec la numérisation, il y a beaucoup de nouvelles pratiques documentaires liées voilà, à la coopération à distance qui ont émergé et face auxquelles les archivistes, les record managers, comme on dit en anglais en fait, hein, ou les documentalistes, n'étaient pas du tout préparés. Hein. Voilà un document Word qui va circuler en faisant l'objet de multiples annotations, un forum de discussion, un wiki, tout ça. Donc voilà, nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'émergence de ce nouveau régime de documentalité, si on veut, donc les documents et dossiers pour l'action, donc ils sont très divers, hein, et dans toutes les organisations, ça va voilà, de documents de conception en ingénierie mécanique ou logicielle, d'un dossier patient en médecine, un document contractuel dans un contexte d'affaires qui va passer de la proposition commerciale à un contrat, un dossier qualité, des rapports d'études dans le conseil, des forums d'échange dans le logiciel libre, hein, qui sont énorme, hein, quand on parle d'Unix, tout ça c'est basé sur des forums dans lesquels il y a énormément des documents d'opinion comme des wikis ou des blogs, et bien sûr maintenant les échanges sur les réseaux sociaux. Hein. Pour parler en termes de pétaoctets, là je recherchais pendant que tu parlais, les estimations ont toujours dépassé, c'est qu'aujourd'hui en 5 minutes sur les réseaux, là, il y a 7 pétaoctets qui sont toutes les 5 minutes hein, qui circulent. Donc voilà le volume des données, la difficulté à les capter, le fait que les archivistes eux-mêmes sont confrontés à la nécessité voilà, les tweets du président Trump ou à la BNF, il y avait une documentaliste qui me disait que voilà, tel écrivain voulait qu'on archive ses SMS, hein, parce que voilà, il considérait que était porteur de... Donc voilà, on est confronté à une grande diversité de supports très évolutifs, très fluides, et donc difficile à appréhender. C'est ça un peu notre contexte, à la fois en tant que chercheur, parce que nous, ça nous intéresse hein, de regarder ce qui se passe sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce que c'est fondamental pour comprendre. Voilà. Et puis en tant que, disons, chercheurs qui réfléchissent aussi à comment équiper des documentalistes, des archivistes, pour mieux faire face à leur mission dans différents contextes. Hein, donc double. Alors, ma discussion, elle va être un peu en trois temps. D'une part, interroger un peu cette notion de données, mais voilà, ce qui est très très ouverte. Hein. Ensuite, se poser un peu la question de la notion de données de la recherche. Et ensuite, voilà, mes réflexions actuelles sur le fait que, globalement, pour archiver, hein, on pourrait dire,
faut se poser la question en amont, et on l'a déjà évoqué dans les discussions, du design de l'information. Hein, alors bien sûr, c'est-à-dire que si on ne réfléchit pas à comment concevoir cette information, alors vous verrez, moi je ferai beaucoup référence à la théorie du document, hein, on pourrait dire concevoir des documents, mais plus largement l'information, parce que il y a le texte lui-même, il y a les formes de signature, voilà. Enfin, c'est tout à fait indispensable en amont, surtout qu'en plus, la plupart du temps, maintenant, la production va être dans des environnements numériques. Hein, donc, faire un bon design de cette information numérique, de cette information communication numérique est important. Et donc, je raconterai les 3 étapes que j'ai identifiées dans ce dernier texte, hein, une tentative de synthèse, que sont la textualisation, réaliser le contenu, l'auctorialisation, identifier les auteurs, les signatures, les droits, et la documentarisation qui est plus spécifiquement liée à la structuration du support. Ça, c'est voilà, un peu le plan de mon intervention. Alors, je commence par la première partie qui est la donnée. Qu'est-ce qu'on entend par donnée? Donc, traditionnellement, en sciences de l'information, hein, on considère que la donnée, c'est un type particulier de contenu. Ce ne sont pas tous les contenus, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, où on dit finalement l'information, c'est au niveau conceptuel, le document, c'est conceptuel, la donnée, c'est au niveau physique. Non, il y a quand même toute une tradition ancienne dans laquelle on opposerait des contenus, disons, d'une certaine manière plus ou moins qualitatifs, qui sont, pour moi, alors ça, c'est tout de suite très complexe hein, d'arriver à définir, par exemple, la différence entre un texte et une mesure physique. Hein, entre une photo artistique et une donnée administrative. Hein. Donc, en gros, la manière dont moi je fais la frontière, c'est de dire il y a certains contenus dont le sens dépend étroitement du contexte. Par exemple, une phrase dans un texte, une image dans un film. Vous ne pouvez pas donner un sens à cette information indépendamment du contexte environnant. Hein, c'est vraiment contexte dépendant. Donc, vous êtes vraiment dans de la sémiologie. C'est ça qui relevait, disons, de ce qu'on appelait avant, enfin encore maintenant, disons, l'information semi-structurée. Et puis de l'autre côté, on a des données qui visent à objectiver la description d'une situation. Et en fait, la sémantique est différente. Alors là, c'est tout de suite un peu théorique, mais disons, dans une donnée, la sémantique est assez clairement référentielle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va évaluer, c'est son adéquation par rapport à une situation extérieure. Et donc, on va tout faire pour objectiver la relation entre cette inscription et la situation. Donc ça peut être des nombres issus de mesures physiques, avec des capteurs, ça peut être des symboles issus de conventions administratives ou gestionnaires, une date de naissance, un prix, voilà. Hein. Donc 2 régimes assez différents de signification qui permettent de faire la différence entre une information qualitative, dont la sémantique est plutôt, alors on appelait ça rhétorico-herméneutique, c'est-à-dire que ça nécessite une interprétation pour arriver à dégager le sens, et des données qui relèvent plutôt d'une sémantique référentielle. Et bien sûr, comme on l'a déjà dit, par construction, les données sont sujettes à des traitements comparatifs, quantitatifs. On peut les requêter dans des bases de données en fonction d'une sémantique qui a été prédéfinie, ce qui n'est pas le cas d'un texte littéraire ou même d'un arrêté juridique ou d'un texte de loi. Hein. Il ne s'agit pas là de données au sens... Alors bien sûr, ce sens a évolué, hein, notamment parce que le contexte est celui du big data, que donc les industriels voilà, ont expliqué que c'était la nouvelle révolution, le pétrole de l'économie de demain, tout ça. Donc voilà, on ne peut plus parler de données. Donc ça a une influence sur certains milieux, y compris en sciences de l'information d'ailleurs, hein, parce que voilà, il y a des gens technophiles qui se disent qu'il faut toujours être à la page, au bout du jour, tout ça. Et donc il y a ce deuxième sens là qui tend à s'imposer, et ça génère un peu de confusion, où finalement on dit n'importe quel enregistrement informatique codé sur des bits, là, des 0 et des 1, c'est des données. Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus du tout de distinction. Finalement, le terme de données, si on est dans cette acception, après je raffinerai un petit peu, mais prendrait une extension considérable, et ça ne nous aiderait pas beaucoup. Ça devient, alors, voilà, vous allez le voir, enfin, on en arrive à considérer que données synonyme d'information, mais de façon même encore un peu moins précise, hein, parce que maintenant, il y a des gens, ils opposent la donnée structurée à la donnée non structurée. C'est-à-dire, au lieu de parler d'information structurée et non structurée, on va dire, il y a voilà, la donnée. En gros, si vous voulez, si on fait un petit peu une histoire de l'évolution de ces sens, hein, on est déjà passé dans les... Alors, vous savez que nous, on ne s'appelait pas les sciences de l'information, on s'appelait les sciences de la documentation, de la bibliographie et de la documentation. Donc déjà, il y a eu tout un passage où on est passé du document à l'information. Ce passage, il a été concomitant de la numérisation généralisée des contenus et du fait qu'on a
développer des technologies d'extraction de textes, de recherche d'informations très puissantes. Donc, du coup, finalement, on accède au contenu de manière voilà, qui n'est plus du tout genrée, qui n'est plus du tout liée à la spécificité du support, mais on a plein d'extraits quoi, hein, qui vont s'afficher, qui remontent du moteur, et il y a tout du coup un savoir-faire en recherche d'informations qu'il va falloir développer pour arriver à redonner du sens à ces extraits de contenu qui remontent du moteur. Hein. Donc du coup, on s'est dit, bon ben voilà, on va laisser tomber cette notion de document, et pour faire moderne, on va s'appeler science de l'information. Et aujourd'hui, on est confronté encore à un autre phénomène qui est cette généralisation de la production d'une information semi-structurée à travers les réseaux sociaux, à travers la capture des traces, qui est considérable, qui donc justifie le big data, hein, le fait que voilà, maintenant la plupart de cette information générée sur les réseaux, c'est de l'information générée automatiquement en fait, hein, par les algorithmes, par les machines. Donc on en vient du coup à parler de données comme substitut au terme d'information. Mais voilà, nous on considère que c'est toujours important de se référer à la théorie du document parce que c'est ça qui va nous permettre de faire la différence entre ce que j'appellerais tout à l'heure entre de l'information brute et de l'information qualifiée, documentarisée. Alors, une première définition de la notion d'information qui est liée aux sciences de l'information et de la communication. Alors, vous savez aussi que notre voisinage avec les mathématiciens ne nous a pas aidés parce que voilà, il y a une théorie de l'information en mathématiques qui n'a absolument rien à voir avec le sens que pouvait avoir le document et l'information en sciences humaines et sociales. Donc, ça a causé beaucoup de bruit. Donc, je crois qu'il faut bien affirmer que voilà, on n'est pas sur les mêmes significations. Donc, moi, comment je définis ça dans mon cadre personnel, voilà, mais qui est finalement qui était très partagé par les fondateurs de notre discipline, les sciences de l'information et de la communication. Sauf que je le place dans ma terminologie de l'analyse de l'activité coopérative. Je dis l'information, c'est un artefact sémiotique qui médiatise des transactions. Hein, alors, quelques mots, je ne vais pas rentrer dans ce cadre théorique, mais disons, moi j'analyse l'activité, alors l'activité ou la pratique, comme étant toujours un ensemble de transactions coopératives. Il ne s'agit pas de transactions marchandes. Hein. D'ailleurs, j'utilisais le terme de transaction pour me battre un peu avec les économistes et pour dire que nous, au contraire, on considérait que la transaction était productrice de valeur et non pas source de dépenses de valeur. Hein, voilà. Donc, en fait, on pourrait dire des interactions, on est dans plein d'interactions coopératives. Et voilà, comme on ne peut pas communiquer de cerveau à cerveau, on a besoin d'artefacts sémiotiques qui soient de nature gestuelle, orale ou écrite. Hein. Donc voilà, l'information, c'est des artefacts sémiotiques qui vont médiatiser des échanges. Et pour la comprendre, il faut d'abord analyser les transactions. Hein. Ça revient à ce qu'on disait sur le fait que sans analyse de l'activité, de la pratique dans un secteur d'activité professionnelle, on n'est pas capable d'identifier ce qu'est une information. Hein. Et donc on le fait, toujours dans ma terminologie, en référence à la performance de la transaction, la performance n'étant pas du tout définie par un système de contrôle de gestion, mais voilà, comme on le fait dans la sémiotique narrative de Greimas, où on dit, voilà, enfin bon, mais je ne rentre pas dans le détail, enfin, la performance, ça pourrait presque être au sens artistique du terme, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on rentre en interaction avec quelqu'un, il y a un artefact porteur de valeur qui oriente notre activité, et voilà. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on définit l'information. Donc on va faire maintenant une catégorie, une différence entre des informations ou des données qui ne sont pas structurées versus des données structurées, c'est-à-dire documentarisées. Alors quand elles ne sont pas... Enfin, donc d'un côté, on va dire qu'il y a de l'information brute ou des données non structurées brutes. Et alors quand on est face à de l'information brute ou à de la donnée non structurée brute, comme on ne peut pas l'interpréter, il y a des risques importants ce que les chercheurs en communication médiatisée appellent l'effondrement du contexte de la communication, hein, ils disent contexte collapse, c'est-à-dire que voilà, on a beaucoup de mal à donner du sens. Alors, c'est ce qu'on disait dans l'exposé du matin, hein, de donner un contexte pour comprendre. Voilà, mais vous voyez, quand on parle de fake news, finalement, on pourrait dire qu'on est aussi dans un contexte justement, voilà, on est confronté à un contexte collapse, d'effondrement du contexte du sens qui permet de savoir quel statut donner à un moment donné à une information brute. Et la problématique est de passer de cette information brute, de cette donnée non structurée brute, cette espèce de texte qui n'a pas de contexte, à un document, ou à une information, ou à des données documentarisées, c'est-à-dire contextualisées. Contextualisées comment? À l'aide de toute une série d'annotations, à l'aide de tout un environnement, hein, on a déjà évoqué cette question, qui vont permettre que cette information fasse document, finalement. Alors, donc,
qu'est-ce que c'est qu'un document? C'est, on va dire, une information brute ou une donnée brute, documentarisée ou redocumentarisée, parce que en contexte numérique, avec la fluidité du support, c'est très facile de prendre des fragments et de les réagencer pour qu'ils refassent sens, grâce notamment à des systèmes d'organisation des connaissances, hein, donc des langages normalisés de la bibliothéconomie, mais aussi toutes sortes, voilà, si vous voulez, en fait, l'index d'un moteur de recherche qui constitue aussi un système d'organisation des connaissances automatique. Le rangement dans une bibliothèque, ça fait partie d'une forme de structuration de la connaissance. Une table des matières, c'est aussi une manière de faire de l'organisation des connaissances. Donc tout ça, c'est nécessaire pour passer de l'information brute à l'information documentarisée. Ça va nous permettre d'identifier le contexte des transactions, donc les auteurs, les destinataires, le temps, l'espace, le genre, des choses assez classiques en fait dans les formats de... Voilà. Ça va nous permettre aussi, selon l'acception que voilà, on va lui donner, de naviguer sémantiquement à l'intérieur du contenu, hein, sans documentarisation, sans système d'organisation des connaissances type table des matières, hyperlien. Voilà, alors on pourrait se poser la question dans un tableau de données, quel est l'équivalent hein, de ce qui permet de naviguer facilement entre des données? Et peut-être que toute une série d'opérations statistiques, de calcul de moyenne, de voilà, contribuent finalement enfin, sont les systèmes d'organisation des connaissances de données quantifiées. Il faudrait faire par analogie. C'est vrai que moi je suis plutôt quand même dans des textes écrits, mais ce serait tout à fait intéressant de faire une analogie avec des textes issus de mesures. Voilà. Et enfin, troisième fonction des systèmes d'organisation des connaissances et donc de la documentarisation, lier le document à d'autres documents qui contribuent à sa compréhension. Voilà. Donc bien sûr, les renvois, les notes de bas de page, la bibliographie, ce qu'on appelle la cote anciennement sur l'ouvrage. Voilà. Donc ça, c'est les trois fonctions. Hein. J'identifie le contexte, la navigation, et je le relie à d'autres documents. Alors, maintenant, quelques mots sur la notion de données de la recherche. Alors, bon, je n'ai pas creusé beaucoup, j'étais sur Wikipédia. Parce qu'on avait un petit peu parlé avec... mais, donc, bon, ça reste finalement quand même quelque chose de pas très simple. Alors, dans Wikipédia, il y a une définition qui vient clairement des archivistes, hein, où ils disent les données de la recherche, c'est des informations, spécimens, matériaux, produits, recueillis et documentés, collectés ou exploités à des fins de recherche et de preuve par les chercheurs et leurs équipes. Et à ce titre, elles constituent une partie des archives de la recherche. Première définition. Ensuite, il y a une deuxième définition qui est celle de l'OCDE. Donc, ce sont des enregistrements factuels, ouais, c'est factuel, hein, des chiffres, des textes, des images et des sons qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc ça rejoint un petit peu ce que M. Sirad disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire comment on se met d'accord pour considérer qu'une information relève d'une donnée qu'il va falloir archiver. Hein, je ne sais plus quelle expression il utilisait. Il disait juste les données qui ont été nécessaires avant la publication. Oui, là, on va considérer que... Mais vous voyez, c'est très ambitieux. C'est-à-dire que c'est finalement, ces définitions des données de la recherche sont plus ambitieuses que celles que se donnent les spécialistes de records management dans les organisations, où ils se contentent des documents engageants, c'est-à-dire finalement les documents contractuels, voilà, qui font foi et qui engagent l'organisation et ses dirigeants dans la suite des activités. Là, finalement, cette définition de la donnée de la recherche, elle engloberait voilà, ce qu'ils appellent les données d'activité. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si on était très ambitieux, qu'on considérait qu'il faut tracer le raisonnement du chercheur à différentes étapes pour que ça, il faut l'archiver. Ce qui est finalement... voilà. Alors qu'on a déjà du mal à stocker les documents engageants, y compris au niveau des universités, parce qu'on a les mêmes problèmes budgétaires que tout le monde. Hein, donc aujourd'hui, c'est quand même... donc voilà, on a une... alors, je ne suis pas plus long sur cette question de définition de la notion de données, parce que je pense que ça reste encore assez ouvert, mais vous voyez, on a parcouru un certain nombre de sens. Hein. Il y a un sens très large, matière numérique au sens large. Alors là, du coup, si on devait conserver toutes les données, voilà, ça a plus de... Il y aurait données au sens d'information codifiée, c'est un peu le sens classique, mesures physiques, données administratives. Là, cette définition un peu plus ambitieuse de données de la recherche, données comme prémisse d'un raisonnement ou d'une publication. Donc ça veut dire qu'on a un peu un modèle de l'activité de la production scientifique et on essaye par rapport à ce modèle d'identifier, ça semble une bonne approche. Hein. Puis nous, on a aussi une autre vision de la donnée comme trace d'activité en environnement numérique.
qui constituent aujourd'hui des corpus. Voilà, donc ça, ce serait... bon, elle revient un petit peu à la notion d'information codifiée, mais c'est une espèce d'enregistrement à la volée. Voilà. Je laisse ouvert ça. Vous voyez donc qu'il y a une très grande diversité potentielle de données selon qu'on est dans les sciences humaines et sociales ou dans les sciences de la nature, que ça dépend complètement. Ce qu'on va considérer être une donnée dépend des méthodologies scientifiques, de l'épistémologie qu'on se donne. La donnée n'est pas la même selon que vous avez une vision très quantitativiste de l'analyse des comportements humains basée uniquement sur des questionnaires, ou au contraire que vous êtes dans des approches plutôt ethnographiques où ce qui vous intéresse c'est la pratique en situation et donc de faire des films et donc d'enregistrer des choses. Voilà, bon, on a évoqué beaucoup de... Là, je peux juste vous dire, parce qu'on y reviendra en conclusion, la problématique qui nous avait été posée dans Reconnat, on l'a évoqué un petit peu ce matin, hein, où en fait, on travaille sur les collections d'histoire naturelle qui sont, voilà, qui sont typiquement des données de recherche. Hein. Alors, c'est des spécimens, c'est des documents, bien entendu, qui sont des spécimens de plantes qui sont collés sur des feuilles de papier, avec le gros problème justement de la documentarisation, plutôt de la redocumentarisation de ces planches d'herbier, puisque quand les notices, enfin nous on appelle ça des métadonnées, eux ils sont pas toujours, mais quand les métadonnées sont dans l'étiquette tapées à la machine, on arrive un peu à faire du travail d'OCR. Quand c'est écrit comme ça, c'est quasiment impossible, et donc c'est ça qui a généré le projet de sciences participatives Les Herbonautes, dans lequel, vous voyez, on a demandé à des amateurs de prêter leurs yeux et leur raisonnement, parce que c'est très difficile finalement d'interpréter ces étiquettes, parce que les noms des pays ont changé, c'est plus les mêmes, les noms des régions sont... Donc en fait, il y a toute une formation des amateurs pour arriver à lire ces étiquettes et à les mettre dans les formats standardisés utilisés par le muséum et les associations internationales en documentation. Là, vous voyez, c'est un cas intéressant où des non-chercheurs vont contribuer à l'archivage dans le cas d'un projet de sciences participatives. Alors, j'en arrive donc à la troisième partie, qui est donc se dire, réfléchissons au design d'information très en amont pour avoir une chance de pouvoir archiver les données. Ce serait un petit peu ça, d'archiver les informations. Alors déjà, je vais commencer par vous rappeler la diversité des dispositifs d'information et de communication auxquels on est susceptible de s'intéresser en sciences humaines et sociales d'une certaine façon, hein, avec toujours un peu cette double casquette qui est qu'à la fois nous, on est des chercheurs qui observons des situations, puis en même temps on cherche à faire des recommandations pour des archivistes. Mais déjà, qu'est-ce qu'on pourrait appeler des dispositifs de communication, hein, avec ce terme de dispositif sur lequel je ne reviens pas, qui remonte à Foucault, là, mais donc, pour dire que le livre en tant que dispositif, si vous voulez, c'est pas seulement l'ouvrage papier, hein, c'est l'éditeur, c'est le libraire, c'est le bibliothécaire, c'est les auteurs. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on parle de dispositif et pas simplement d'artefacts isolés. Donc des dispositifs de communication interactifs, donc, qui n'impliqueraient pas de mettre des choses sur des supports pérennes, ça va être des conversations, des disputes, des éléments de négociation, des entretiens formels ou ritualisés, des réunions de travail, des séances de créativité, un débat, un jury d'assises, une revue de projet. Déjà, c'est des dispositifs de communication, hein, qui sont importants à conserver et qui ont d'abord une forme orale, interactive. Ensuite, on a des dispositifs d'information documentaire classiques, hein, donc des monographies, des publications spécialisées, des journaux grand public ou des journaux spécialisés, dont les journaux scientifiques. Des choses, voilà, c'est essentiel, hein, d'avoir accès à la presse pour rendre compte, là dans les journaux non spécialisés, des lettres, des formulaires, des notes de travail, des supports d'écriture temporaire, des comptes rendus, des rapports, des procès-verbaux, des textes officiels, des supports de présentation. Voilà, ça, c'est tous les dispositifs d'information un peu classiques auxquels on est confronté. Et bien sûr, alors, vous voyez déjà que les dispositifs de communication interactive sont prolongés par des dispositifs d'écriture. En fait, le compte-rendu d'une réunion, on est dans ce qu'on appelle, et je vais y revenir, le régime du transmédia déjà, hein, c'est-à-dire, alors pas au sens de l'industrie des loisirs, mais on a différents dispositifs médiatiques qu'on va articuler.
la conférence et le compte-rendu de la conférence. Et puis, on a maintenant des dispositifs infocommunicationnels numériques dans lesquels il y a une interactivité permanente autour du support d'information. Et donc, alors moi, j'en ai proposé des typologies. Mais pour vous dire, voilà, ce à quoi on est confronté. Alors, il y a tous les portails qui vont donner de l'information en mode pool, avec des systèmes de classification, de recherche d'informations intégrés à ces portails. Il y a tout ce qui est l'envoi d'informations en mode push, la messagerie, pousser l'information vers les utilisateurs, des SMS, des applications mobiles qui vous donnent des alertes et autres. Ça fait partie de dispositifs d'information dans lesquels les gens agissent et qui font partie de leur environnement de travail et donc de leur environnement de recherche y compris. Bon. On pourrait prendre des exemples en médecine où des patients reçoivent des alertes pour donner, à un moment donné, répondre à un petit questionnaire ou donner... Bon, voilà. Des dispositifs de rédaction coopérative qui se répandent de plus en plus, qui aujourd'hui sont d'ailleurs complètement intégrés dans les environnements propriétaires à la Google Doc ou la Office 365 et que les chercheurs utilisent absolument intensément. Des dispositifs contributifs classiques du Web 2.0 en mode dialogal, comme des forums, des wikis, des blogs, voilà, qui sont à la fois très utilisés par les chercheurs et qu'il faut bien sûr conserver. Des dispositifs contributifs en mode grande plateforme du web, comme des dispositifs de sciences participatives et autres, où il y a toute une structuration par formulaire, voilà. Et enfin, ce que j'appelle les dispositifs attentionnels en mode flux, qui captent l'attention avec ce système de téléscripteurs, qui sont les réseaux sociaux. Donc, là aussi, en très petit nombre, qui ont une position monopolistique tout à fait particulière, les Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, qui fait que c'est devenu des passages obligés, que voilà, ils captent, ils centralisent en fait l'attention, ils créent de la valeur, ils deviennent, on ne peut plus se passer de leur étude, de leur analyse pour comprendre des opinions politiques et ce genre de choses. Voilà. Donc, vous voyez, beaucoup de dispositifs communicationnels, informationnels classiques sur papier, infocommunicationnels. De plus en plus, l'idée qu'on va s'intéresser à des dispositifs qu'on appellerait donc transmédia, c'est-à-dire qui vont combiner différents dispositifs médiatiques hétérogènes. Alors en fait, on fait du transmédia sans le savoir depuis très longtemps, c'est-à-dire que dans une salle de classe, l'enseignant, il parle, il y a des manuels scolaires, il y a un cahier d'écolier, il y a différents dispositifs, mais de plus en plus, en fait, on essaye de concevoir les dispositifs infocommunicationnels en fonction d'une logique événementielle. Ma collègue Louise Merzeau, en reprenant ce terme de transmédia professionnel, avait analysé les entretiens du nouveau monde industriel en montrant comment, dans les bonnes conférences, mais comme celle-ci, alors c'est plus ou moins dynamique, il y a un avant, un pendant, un après, avec des dispositifs de présentation, d'enregistrement. Vous avez le programme de la conférence avec des liens vers les auteurs et leurs textes, vous enregistrez en temps réel. Dans les conférences ACT, vous tweetez. Ensuite, il y a un enregistrement qui est mis à disposition. Voilà. Et donc, on va concevoir le dispositif transmédia en tenant compte de l'articulation de l'ensemble de ces médias. Et en vérité, pour des chercheurs, garder ce qu'est une conférence scientifique est essentiel. C'est dans des grandes conférences scientifiques que se sont faits des changements de paradigme et autres. Donc documenter ça est très important. Voilà, donc diversité de ces dispositifs d'information et de communication. Et donc, voilà ma tentative de synthèse pour penser le design d'information selon 3 processus étroitement reliés, qui sont la textualisation, on pourrait dire l'écriture, mais selon, là je vais vous dire pour en parler de textualisation, l'octorialisation et la documentarisation. Donc, alors pourquoi textualisation d'abord? Parce que si je dis écrit, je ne prends pas en compte les photos et les films tels que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc globalement, la définition de texte, c'est n'importe quelle information sur un support pérenne. Mais ça peut être des films, ça peut être de l'audio, voilà. Donc la textualisation, c'est cette capacité à mettre en forme les contenus. C'est le premier composant d'une information, bien sûr, ça va être le contenu. La deuxième chose, c'est que dans cette vision interactionnelle de la production de l'information, transactionnelle dans ma terminologie, en vérité, on échange, si vous voulez, chaque transaction sert à la fois à créer les selfs, si on prend ce terme de psychologie, à créer les soi, à créer les individus, à créer les acteurs, en termes de reconnaissance, d'autorité, d'émotion, d'expérience, et à produire des œuvres. Et donc, en fait, si on écrit, si on produit une information, c'est parce qu'on veut, à sa dimension pragmatique, si vous voulez, on veut transformer son destinataire, mais soi-même
on veut se positionner en termes d'autorité, de reconnaissance et autres. Et donc ces phénomènes, je crois que vous allez avoir toute une session sur ces questions de la construction de l'auteur, hein, ces phénomènes de cadrage énonciatif, de signature, qui sont liés donc à la propriété et autres, sont très importants aussi dans la construction de l'information. Il faut comprendre ces phénomènes d'octorialisation. Pourquoi on va mettre le logo de l'ESA sur son transparent, pourquoi on se présente avec son titre, pourquoi, voilà. Hein, donc l'information, elle a du sens parce qu'elle est prise dans ce système relationnel où à la fois on a un rôle interactionnel, un rôle statutaire, on se destine à certains publics et autres. Et puis le troisième processus, c'est le processus donc, de documentarisation ou d'éditorialisation. Je vous dirai le sens que moi je donne à éditorialisation, parce qu'en fait je fais une différence du travail de documentarisation selon des rôles qui sont ceux de l'auteur, de l'éditeur, du diffuseur, voire même du lecteur, qui va consister donc à rajouter au support des systèmes d'organisation des connaissances plus ou moins standardisés pour structurer le texte. Et donc voilà, ces trois processus sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils bénéficient, ils sont à la fois contraints les uns par rapport aux autres, mais à la fois ils servent de ressources, hein, c'est-à-dire que voilà, je suis un auteur, à la fois l'architecte, comme disent certains de mes collègues, où les formats éditoriaux me contraignent, mais en même temps, ils me donnent une aide, parce que du coup, voilà, ça va structurer mon processus de raisonnement. Pareil pour l'octorialisation, ça contraint et ça aide. Donc c'est comme ça qu'il faut concevoir la relation entre ces trois dimensions. Donc, vous voyez, on va passer, donc, on pourrait dire, de fragments d'écrits, de discours ambiants, de prise de vue, d'enregistrement à un texte bien structuré selon une logique narrative ou argumentative. Ça, ce serait la textualisation. On va parler on va passer de rôles, voilà, statutaires qui ne sont pas complètement précisés à un moment donné, à un cadrage énonciatif précis, à une signature avec une ordre des signatures, par exemple, comme dans les articles scientifiques bien précis. Ça ferait partie du travail d'octorialisation. Et tout ça va être déposé dans le support, hein, à l'aide de systèmes d'organisation des connaissances, de manière à la fois typographique, liée aux métadonnées, liée par le travail de documentarisation, et notamment de documentarisation éditoriale. Alors, je reviens un peu sur ces différents points, puis on va surtout, en conclusion, s'intéresser à la documentarisation et à la division du travail de documentarisation. Voilà, donc la textualisation, c'est l'écriture, ou plus largement la production de contenu. Globalement, chaque discipline a sa théorie de la textualisation, c'est-à-dire que ça échappe aux sciences de l'information et de la communication. Ce serait les sciences, ce serait de la littérature, si j'étais dans le domaine du roman, ou de l'étude cinématographique, si j'étais dans le domaine de la production audiovisuelle. Voilà, si je suis juriste, il y a aussi beaucoup de choses sur comment bien produire des raisonnements et autres. Hein, donc voilà, mais c'est la base du design de l'information, bien sûr. C'est sur ça qu'on s'appuie. Il faudrait voir d'ailleurs, encore une fois, dans un contexte de données, mesures ou administratives, comment... bon, je pense que c'est quand même essentiellement les statistiques, hein, avec extension maintenant à la visualisation de données, les diagrammes, les schémas et autres, qui rendent compte de ce travail un peu stylistique de la textualisation dans le domaine des données. Deuxième dimension, donc l'octorialisation. Hein, alors, globalement, deux processus, un transfert d'autorité entre le texte et la position actentielle dans une organisation donnée qui va se produire, c'est-à-dire qu'il y a transfert d'autorité de contenu parce que voilà, on sait que ce texte vient de quelqu'un qui est un scientifique, un amateur, un directeur, un stagiaire, voilà. Mais inversement, le texte vous donne de l'autorité, c'est-à-dire voilà, si vous produisez un bon contenu, ça vous... Hein, et puis un transfert d'autorité entre la position actentielle et le support lui-même. Hein, vous savez à quel point c'est important de reproduire la forme pour se donner de la légitimité. Hein, et à quel point
voilà, la typographie, la mise en forme des articles scientifiques, d'ailleurs, suffisent certaines fois à les faire passer pour scientifiques. Vous savez, toutes les histoires de fausses revues scientifiques, hein, où en fait, voilà, vous avez la bibliographie, vous avez le plan type, finalement, peu importe ce que vous racontez dedans, le travail a mal été fait de relecture, c'est un article scientifique. Hein, c'est pour vous dire voilà, à quel point ce transfert d'autorité entre voilà, le support et le fond est important. Donc voilà, le transfert d'autorité lié au contenu, il va être réalisé par exemple par le biais des citations, par certains styles et autres. Et le transfert d'autorité au document, au support, bah, c'est lié aux formats auditoriaux, voilà, au type d'annotation, donc qui relève pour nous des formes d'organisation des connaissances, type de signature, logo et tout ça. Ça, c'est l'octorialisation. Enfin, le lien entre octorialisation et textualisation, et le lien entre octorialisation et documentarisation. Alors, je m'approfondis un peu donc, dans cette dernière partie sur le travail de documentarisation. Donc, comme je vous le disais, traditionnellement, et en fait on le retrouve à mon avis en contexte numérique, mais il faut faire un effort de transposition, ce travail il est porté par l'auteur, par un éditeur et par des diffuseurs. Ce que j'appelle les diffuseurs, c'est des libraires ou c'est des bibliothécaires, ou voilà. Et puis, enfin, il y a un travail de documentarisation qui est celui du lecteur, hein, parce que vous savez que lire, c'est écrire, et donc très souvent, le lecture savante est basée sur des annotations, sur ligne, tout ça. Donc là aussi, on va travailler le support pour lui donner une structure adaptée à notre propre compréhension du contenu. Donc aussi, pour rappel, hein, la documentarisation, elle est à la fois interne, donc navigation sémantique, et externe, donc j'identifie mon unité sémiotique, disons, hein, puisque c'est difficile, on n'a plus le cadre du support pour identifier ce que c'est que l'unité sémiotique signifiante, hein, reliée à d'autres unités sémiotiques. Donc là, ce serait externe. Avant, c'était les codes d'un livre qui me permettaient de le mettre sur le rayonnage d'une bibliothèque. Et donc aussi, un des exemples de systèmes d'organisation des connaissances qui contribuent à cette documentarisation réalisée par ces différents acteurs, on a tout ce qui relève de la typographie, hein, les paragraphes, les sauts de page, les numéros de page, les titres. Vous voyez, c'est fondamental. Hein, quand vous lisez des textes, ça nous arrive avec les étudiants étrangers des fois, où il n'y a pas de ponctuation, où il n'y a pas il n'y a pas cette organisation des connaissances typographiques minimales qui fait qu'on arrive à rentrer dans le contenu. Alors aujourd'hui, c'est facile parce qu'en numérique, c'est des balises aussi, hein, finalement. Donc, alors elles ne sont pas sémantiques, elles sont typographiques, mais ça se traite bien comme des métadonnées. Sous-titres, gras encadrés, table des matières, maintenant des hyperliens. Finalement, dans l'aide à la navigation, le fait que ça a été indexé par un moteur de recherche, ça m'aide à naviguer dans le contenu, hein, c'est des index automatiques. Maintenant, les algorithmes d'intelligence artificielle font aussi finalement une forme d'indexation algorithmique qui permet de reconnaître des photos en fonction de formes. Hein, donc, vous voyez, on peut aussi considérer que c'est des formes d'aide à la navigation dans une bibliothèque de photos. Toute une série de choses qui vont de choses très déclaratives, très spatiales, à des choses beaucoup plus enfouies et algorithmiques. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la grande famille des systèmes d'organisation des connaissances qu'on va mobiliser. Tous ces éléments donc, d'identification du contexte transactionnel, alors c'est voilà, divers et dépendant des métiers, auteur, publication, lieu de publication, date de modification, service émetteur, service. Alors dans les organisations, il y a énormément de formats types qui restituent toute la circulation, toute l'autorité et qu'on va mettre dans le document, et puis le lien avec les autres documents. Bon, voilà. Donc tous les systèmes de bibliographie, d'hyperliens, d'annotation, d'indexation matière, automatique et tout. Je crois que ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, donc, la documentarisation octoriale. Hein. En fait, l'auteur, c'est d'abord lui qui est à la manœuvre pour la textualisation, mais il revendique aussi, bien entendu, de s'approprier le support, parce que c'est indispensable dans son travail intellectuel. Hein. Donc, et là, il va y avoir une forme de conflit avec l'autorité éditoriale, hein, parce que voilà, l'éditeur va prescrire des feuilles de style, va prescrire des champs, mais lui-même, voilà, il crée ses paragraphes, il crée ses sous-titres, il veut sortir de la longueur imposée, donc voilà, selon les environnements de production d'informations, il est plus ou moins libre, il a plus ou moins de marge de manœuvre, il peut être plus ou moins créatif. Voilà, quand vous regardez des livres d'artistes, je veux dire, toute la typographie est complètement réinventée. C'est d'ailleurs ce qui en fait son charme, son côté passionnant. Vous redécouvrez les contenus de manière totalement normale, nouvelle. Enfin, voilà.
Deuxième niveau, la documentarisation éditoriale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'éditorialisation. Alors, si vous suivez un petit peu dans les réseaux d'Infocom, c'est un terme qui a connu un grand succès. Et en gros, il y a deux écoles. Il y a une école qui remonte à une espèce de définition, enfin une définition qu'avait donnée mon collègue Bruno Bachimon, où en fait, finalement, éditorialiser, ça voulait dire réagencer les contenus numériques dans un contexte où, avec la fluidité offerte par le numérique, c'était très facile à faire. Hein. Ça, c'est repris par les Canadiens côté Marcelo. Enfin, ouais, voilà. Et pour moi, ça correspond ça à la redocumentarisation. C'est-à-dire qu'eux, ils ne rentrent pas dans la distinction entre l'auteur, l'éditeur, le diffuseur. Hein. Dès qu'on réagence des contenus, ça veut dire éditorialiser. Moi, j'ai une définition un peu plus précise, dans laquelle, pour moi, éditorialiser, c'est faire de la documentarisation éditoriale, c'est-à-dire c'est véritablement définir un genre qui va s'imposer à l'auteur, s'imposer au diffuseur. Hein. Alors vous savez à quel point les genres sont structurants. Pensez aux manuels scolaires, aux guides de voyage, aux livres de cuisine, aux manuels d'utilisation, aux dictionnaires, à l'article scientifique, à l'article juridique. Ces genres sont essentiels à la compréhension et à la structuration du contenu. Donc quand moi je parle d'éditorialisation, c'est véritablement d'assumer l'autorité liée à un genre, en fait. Hein. Donc c'est plus étroit que la définition voilà, de Bachimon ou de mon collègue canadien dont le nom m'échappe à l'instant. Alors bien sûr c'est très difficile parce qu'avec le passage au numérique, ben, on est troublé. Hein, les genres ne sont plus, il faudrait les réinventer. Alors, il y a des chercheurs qui ont montré à quel point dans les blogs il y avait des genres qui se recréaient et autres. Hein. Donc le genre, si vous êtes dans un CMS, hein, c'est très concret, c'est-à-dire vous allez définir, ouais, j'ai terminé. Vous allez définir le format type dans lequel on va faire de la saisie des articles, vous allez définir comment est-ce qu'on met l'illustration, vous allez... Hein, donc la documentarisation éditoriale, l'autorité éditoriale, elle va se traduire tout de suite, dès que vous voulez concevoir un dispositif informationnel numérique, cette question va se poser très vite de quelle liberté vous donnez aux auteurs pour eux-mêmes rajouter des annotations typographiques ou rajouter des images, ou est-ce que non, vous les contraignez par rapport à un genre type, parce que dans votre site web, dans votre blog, vous avez défini que c'était ce format qui devait s'imposer. La documentarisation diffusionnelle, donc celle du libraire et du bibliothécaire, hein, donc comment est-ce que je range dans des bibliothèques, comment je mets des jaquettes, elle est toujours à l'intersection entre des logiques épistémiques et commerciales, hein, parce que bien sûr ce sont des acteurs qui sont... elle est aussi fondamentale dans le domaine du numérique parce que c'est tout ce qui a trait au référencement, en fait. Hein, donc travailler les moteurs de recherche de manière à être retrouvé facilement. Et ça, c'est pas le même métier tout à fait que celui de l'éditeur. C'est-à-dire c'est pas tout à fait pareil que de concevoir la structure d'un CMS et de s'assurer de son bon référencement, de sa bonne visibilité via les réseaux sociaux, via les moteurs et tout ça. Et enfin, la documentarisation d'appropriation. Alors avant, elle était très individuelle. C'est-à-dire que vous aviez acheté votre livre et puis vous le surlignez, sauf dans les bibliothèques où vous récupériez, n'est-ce pas, les annotations des autres lecteurs. Et ce qui change bien sûr le numérique, c'est que cette documentarisation d'appropriation devient partagée, voire même devient, voilà, on veut l'inciter, on veut que les lecteurs mettent des annotations, mettent des commentaires. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est les différentes étapes de la documentarisation. Et vous voyez, quand vous faites un design d'information, vous concevez un site web, vous concevez une plateforme de collaboration entre chercheurs, vous vous intéressez à ces différents éléments. Hein. Vous êtes obligé de faire un design d'information élargi où vous pensez la textualisation, vous pensez l'octorialisation, vous pensez les différentes étapes de la documentarisation, celle de l'éditeur, celle du diffuseur. En vérité, voilà tout ce qu'implique le design d'information et dont il faudrait arriver à rendre compte. Et c'est donc ma conclusion. Si on veut bien pouvoir archiver les données de la recherche, il faut être conscient de la complexité des dispositifs d'information et de communication qui se complexifient à l'ère numérique. Il faut bien tenir compte de ces différentes dimensions. Merci.